Salut tout le monde, et de retour avec une autre petite capsule. Je veux faire un survol des sections 2.5 et 2.6. La section 2.5, pour ce qui est des formules chimiques, on fait la définition ici de deux types de formules. Vous allez voir, c'est des mots qui reviennent un peu plus tard. Puis quand on parle de formule empirique, bien, une formule empirique, c'est une formule dans laquelle on va avoir divisé au plus petit entier possible les indices qui sont dans la formule qui est écrite. Donc, ça va être utile surtout pour ce qu'on appelle les composés ioniques. Ici, je l'utilise là, dans des composés de type covalent, là, mais on va voir dans quelques instants la différence entre les deux. Tout simplement de dire que quand on vous demande la formule empirique d'un composé, bien vous regardez la formule et vous vous demandez si c'est possible de diviser les indices pour les ramener au plus petit entier possible. Et dans ce cas-ci, bien, on pourrait diviser par 2 pour ce qui est du H2O2 et on pourrait diviser par 6 pour ce qui est du C6H12O6 pour nous ramener à des formules qu'on appelle des formules empiriques. Donc, c'est première définition à savoir ou à appliquer par rapport à ceci. Et il va exister aussi des formules chimiques réelles qui vont nous donner la formule moléculaire pour un composé covalent. Donc, les composés covalents, vous allez le voir un petit peu plus bas, c'est des composés qui sont formés de non-métaux uniquement. Donc, d'où l'importance de faire la différence entre un métal et un non-métal. Et quand il y a des non-métaux et qu'on va avoir l'identité réelle du composé, bien ça nous prend les indices au complet. Donc ici, C6H12O6, c'est une formule chimique réelle qui serait apparentée à la famille du glucose en tant que tel, là, dans ce cas-ci. Donc, c'est des définitions pour commencer. Maintenant, on va les appliquer, ces définitions, dans deux grandes familles de composés chimiques. Quand on va faire de la nomenclature à la section 2.8, ça va être important d'être capable de classer en partant les composés qui font partie des questions, là, soit dans une famille ou l'autre. La première famille, c'est ce qu'on appelle les composés ioniques. Les composés ioniques vont être formés d'ions, comme c'est écrit ici naturellement. Et comment on fait pour les reconnaître? C'est très très simple. Un composé ionique va toujours comporter au moins un métal. Donc, un élément qui va être du côté gauche de l'escalier. Donc, quand un composé possède un atome qui est de ce côté-ci, bien, il va être classé dans les composés ioniques. Donc, ça va être important de le classer tout de suite, parce qu'ensuite de ça, il va y avoir des règles qui vont découler de ceci, là. Donc, les règles pour les composés ioniques ne sont pas les mêmes que pour les autres composés. Donc, un composé ionique, c'est avec un métal qui est dans la formule. Donc, ça, c'est une chose. C'est peut-être pas mentionné ici en tant que tel, mais quand on va avoir des formules chimiques des composés ioniques, ce sont toutes des formules qui sont empiriques. Donc, il faut toujours, pour les composés ioniques, ramener les indices au plus petit entier possible. Donc, c'est comme ça qu'on va faire la formule correctement. Donc, il faut toujours diviser là, pour arriver au plus petit entier quand on arrive avec les formules des composés ioniques. Ici, ben, je mentionne quelques mots là, qui sont probablement familiers pour vous, mais quand même, là, se rappeler qu'un cation ou un cation, on peut le prononcer les deux façons, là. Un cation va être chargé positivement, alors qu'un anion va être chargé négativement. On va aussi avoir des ions qu'on appelle monoatomiques et d'autres polyatomiques. Donc, polyatomique veut dire plusieurs atomes, ce qui veut dire que il y a certains ions qui sont comme indissociables. C'est des groupes qui arrivent ensemble mais qu'on peut pas séparer. Par exemple, le sulfate, qui est ici, le SO4 2-. Donc, dans le sulfate, on peut pas séparer le soufre et l'oxygène facilement. J'insiste sur facilement parce que chimiquement parlant, c'est faisable, là, mais c'est pas une dissociation qui se fait facilement dans l'eau, par exemple. Donc, le SO4, pour ce qui est de la nomenclature, va toujours rester un petit paquet qui va être ensemble et il est accompagné de sa charge 2-. Vous verrez un petit peu plus tard qu'il y a des tableaux pour vous aider pour avoir la liste des ions. Donc, ion sulfate, ça c'est ce qu'on appelle un ion polyatomique. Le composé ionique en tant que tel, c'est des ions positifs et des ions négatifs qui sont attirés ensemble pour s'empiler les uns sur les autres et former un réseau en 3 dimensions qu'on appelle un réseau cristallin. Donc, cristal en tant que tel. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est des formules empiriques, parce que du NaCl solide, par exemple, bien c'est un empilement d'ions Na+, qui sont représentés ici par les petites boules grises, et les ions Cl-,
par les boules orangées, qui forment un cristal qui va s'empiler avec ces ions-là en 3 dimensions. Encore une fois, c'est une question de vocabulaire, mais quand on parle d'un composé ionique, on ne peut pas dire le mot molécule qui vient avec. Donc ça, c'est peut-être une habitude à prendre, là. Quelqu'un qui dit une molécule de NaCl fait une erreur de nomenclature. OK, c'est pas une erreur bien grave, là, mais cependant, quand on fait de la nomenclature, bien c'est une erreur qui est quand même significative. Donc, du NaCl, c'est un cristal, c'est un réseau cristallin, et c'est des millions de milliards de petites boules comme ça qui sont empilées les unes sur les autres dans une géométrie précise pour faire éventuellement un cristal en 3 dimensions. Ici, vous avez, pour ce qui est du NaCl, on appelle ça un cristal avec une maille qui est cubique à face centrée. Donc, si vous concentrez sur les boules orangées, vous voyez qu'elles forment un cube et qu'au centre de chaque face du cube, vous avez une 5e boule orangée. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est cubique à face centrée. Donc, c'est une façon là, de nommer les cristaux. Il y a plusieurs types de cristaux, on vous demandera pas de savoir ça, mais c'est vraiment pour vous dire que c'est la façon de caractériser un composé qu'on appelle ionique. Donc, n'oubliez pas, là, on dit du NaCl solide, un cristal de NaCl, mais on ne mentionnera pas une molécule de NaCl parce que c'est une petite erreur de nomenclature. Donc, on commence à faire la différence ici là avec les notes de cours. Je donnais un autre exemple ici, comme quoi on peut avoir différents types d'empilement. Ici, vous avez du CaF2 solide, donc du fluorure de calcium, qui va être empilé de cette façon-là, avec une maille cristalline qui est un petit peu différente. Là. Si on prend les fluorures qui sont en vert ici, ben ils sont en cubique centré, eux, parce que on voit qu'ils forment un cube, mais c'est pas une face centrée, c'est vraiment la petite boule qui est là, est au centre du cube. Donc on appelle ça cubique centré à ce moment-là, et non pas cubique face centré. Donc c'est la cristallographie, et c'est une autre science en tant que telle, c'est une branche spécialisée de la chimie. On n'en aura pas là-dedans, mais c'est juste pour vous dire que ça existe. Donc ça ici, c'est les composés ioniques. Donc c'est important là, de faire attention, là, de bien les reconnaître avec la présence d'au moins un métal. Petite remarque pour terminer, quand on écrit la formule d'un composé ionique, il faut toujours s'arranger pour que la somme des charges positives et la somme des charges négatives soit égale à 0. Donc comme ceci, on va avoir un composé neutre et c'est de cette façon-là qu'on écrit correctement la formule empirique d'un composé ionique. Du NaCl, c'est un exemple d'application que vous avez vu assez souvent. Pour ce qui est des composés covalents, qu'on va aussi appeler des composés moléculaires, bien, une molécule ou un composé covalent, c'est un groupe d'atomes qui sont reliés ensemble et ça va être uniquement des non-métaux. Donc, si vous regardez votre tableau périodique, vous avez seulement le droit de piger à l'intérieur des rouges qui sont ici, y compris les jaunes, mais les gaz inertes là, ne vont pas faire facilement de composés. Là. Mais quand vous prenez les non-métaux de ce côté-ci, bien ce sont eux qui vont être capables de faire des composés qu'on appelle moléculaires. Dans ces composés-là, l'atome de carbone fait souvent une présence très très marquée puisque c'est un des meilleurs atomes du tableau périodique, sinon le meilleur, pour faire des liaisons multiples, donc avec d'autres copains qui sont non-métaux. Donc le carbone est souvent au centre de ces formules-là. Vous avez quelques exemples ici, puis regardez la présence du carbone, c'est pas une coïncidence, là, c'est parce qu'il est capable de faire beaucoup de liaisons covalentes. Donc, je le répète, non-métaux uniquement. Là, on peut dire moléculaire. Et ça donne une formule moléculaire quand on a le bon nombre d'atomes de chaque sorte pour arriver à faire un composé. Ici, c'est pas une question d'ions positifs et d'ions négatifs. On considère la plupart du temps que ces atomes-là, ne sont pas vraiment chargés. Ils peuvent avoir des degrés d'oxydation, mais ce ne sont pas des ions. Donc, un composé de ce type-là, un composé avec des non-métaux, ne fera pas de dissociation. On ne sera pas capable de le séparer en 2 ou plusieurs morceaux. Ils vont rester une entité complète qui va être unique en tant que telle. Donc, les composés moléculaires sont relativement solides dans leur liaison. Donc, c'est comme ça qu'on les reconnaît et qu'on les reconnaît et qu'on les caractérise. Vous allez voir, il y a plusieurs atomes du tableau périodique qui vont toujours se présenter sous forme diatomique, donc qui sont toujours en paire.
C'est, entre autres, l'hydrogène que vous avez ici, l'azote, l'oxygène, le fluor, le chlore, le brome et l'iode. Donc, ce sont des atomes qui vont toujours être présents sous forme diatomique. On peut pas avoir dans la nature un atome d'azote tout seul. L'azote n'est pas capable de survivre tout seul en tant que tel. Ça lui prend au minimum un jumeau pour former un composé moléculaire avec un jumeau en tant que tel. Donc, comment on fait pour se souvenir que ces ions, pas ces ions-là, pardon, ces atomes-là sont toujours en diatomique? Ben, il y a deux trucs. Le premier truc que je donnerais, c'est que si on prend l'hydrogène qui est ici, il est un petit peu à part, mais sinon, ça nous donne azote, oxygène, fluor, chlore, brome, iode. Ça fait comme un L en envers ici. Donc, ce sont ces atomes-ci qui vont avoir tendance à former du diatomique avec l'hydrogène. Ça, c'est un truc. Mais sinon, il y a un autre truc ici on peut voir, il y a une phrase en anglais qui nous permet de les retenir, qui est I have no bright or clever friends. Bien, j'ai mis en rouge les atomes qui forment des molécules diatomiques. Donc, ils sont toujours sous forme diatomique. Donc, vous avez ici un autre truc pour retenir ces atomes-là qui vont toujours être en paire. Donc, c'est un autre petit truc que je vous offre. Donc, à ce moment-là, ça nous donne des formules là, qui sont de type diatomique. Il y a certains éléments comme le soufre et le phosphore qui vont être sous forme polyatomique. Donc, du soufre, ça se trouve toujours sous forme S8. Donc, si vous voyez ça dans les exercices ou dans le corrigé, soyez pas trop surpris, là, c'est souvent le cas quand on a du soufre tout seul, du soufre naturel, bien, il est sous forme S8. Au contraire, si vous avez ici là, les gaz rares, ben eux, ils sont toujours tout seuls puisque leur couche électronique de valence est remplie. Donc, ces atomes-là vont toujours arriver tout seuls en tant que tels. Quelques derniers petits détails par rapport aux formules moléculaires, c'est quand ça ici, vous avez une formule moléculaire simple. Et ensuite de ça, on peut faire ce qu'on appelle des formules semi-développées qui montrent les agencements d'atomes qui sont souvent autour d'un même carbone, comme CH3, CH2, CH3. On peut imaginer qu'il y a 3 hydrogènes autour du premier carbone, 2 hydrogènes autour du deuxième, et ainsi de suite. Donc, les formules semi-développées nous aident à faire des dessins moléculaires éventuellement. Ensuite, on peut faire une formule développée avec les liaisons qui sont toutes inscrites ici. Ça ici, c'est le CH3COH qui a été transféré de cette façon-ci. Et on peut même faire en 3 dimensions quand on a le bon logiciel, là, ou même à la main. Vous allez voir plus tard dans la session, à la main, je vais vous montrer des trucs pour dessiner des molécules qui sont en 3 dimensions comme ceci. Le côté tridimensionnel, formule semi-développée, formule développée, ça s'applique aux composés qui sont dits covalents, donc des composés moléculaires formés de non-métaux seulement. Donc, c'est ce qui est à retenir principalement dans cette sous-section-là. La principale différence entre les ioniques et les covalents, qui est la présence d'un métal ou non.